Si les choses évoluent mal, bien sûr, il y a apparition de complications et les complications, c'est représentées essentiellement par la mastoïdite aiguë. Alors, qu'est-ce que la mastoïdite aiguë? La mastoïdite aiguë est la complication la plus fréquente des otites moyennes aiguës. Son incidence, elle a diminué depuis l'avènement des antibiotiques, l'instauration des traitements précocement et donc les diagnostics précocement et par la suite les traitements aussi adéquats précocement. Alors, un mot sur le développement de la mastoïde. À la naissance, nous naissons avec une seule cellule mastoïdienne qui s'appelle l'antre mastoïdien. Cet antre mastoïdien va communiquer avec la caisse du tympan en avant via l'aditus adentrum, qui est un petit canal. Ensuite, durant les premières années de vie, les cavités aériennes sont tapissées, se tapissent de muqueuses respiratoires. Elles vont augmenter progressivement de volume et des cellules vont venir creuser la mastoïde pour constituer la mastoïde qui devient totalement pneumatisée et qui acquit sa forme vers l'âge adulte. Voilà, donc la mastoïde, le relief osseux qui siège ici derrière l'oreille, vous pouvez tous le toucher pour le voir. Ensuite, vous avez ici une coupe qui passe par la mastoïde. Bon, ici, ça schématise un état pathologique, mais ça vous permet de voir ici, là où c'est écrit cholestéatome, ça c'est vraiment l'antre mastoïdien, hein, la grosse cellule mastoïdienne qui fait à peu près cette grandeur ici. Et tout autour de cet antre, vous avez cette mastoïde qui est creusée de petites cellules, tapissée par une muqueuse de type respiratoire et remplie d'air. Bien. Et cette mastoïde, donc, les cellules mastoïdiennes communiquent via l'aditus adentrum ici avec cette caisse du tympan. Bien, voilà, donc l'écaille mastoïdienne, l'écaille temporale, pardon, et la mastoïde ici. Hein, ici, c'est l'os tympanal. Et là, vous avez votre conduit auditif externe osseux. Quels sont les critères cliniques d'une mastoïdite aiguë? Alors, comment vous posez les diagnostics si vous avez, rappelez-vous de l'enfant qui est venu vous voir aux urgences dans l'âge est de 3 ans, ramené par la maman avec une otite moyenne aiguë. Si cet enfant n'est pas vu à temps et si la maman n'a pas, ou bien si la maman lui a prescrit un traitement, elle n'a pas bien donné, elle a oublié de le donner, ou si l'enfant a un germe virulent, cet enfant va venir vous voir dans un tableau de mastoïdite aiguë. Comment vous allez la reconnaître? Eh bien, vous allez avoir des signes cliniques d'une otite moyenne aiguë qui remontent à moins de 2 semaines. Ça, c'est à l'interrogatoire. Et puis, vous allez avoir, à l'examen physique, un décollement du pavillon de l'oreille, on va le voir, une rougeur de la région rétroauriculaire derrière le tympan, derrière le pavillon, pardon. Un œdème de cette région, on peut avoir un œdème, ça peut aller de l'œdème jusqu'à la véritable collection rétroauriculaire, ce qui est assimilé à un abcès sous périostée, bien sûr avec une altération de l'état général et avec une température qui dépasse les 38 degrés. Voici quelques exemples qui illustrent ce qu'on vient de dire. Ça, c'est un enfant dont l'âge qui est égal à 18 mois, qui est venu nous voir avec un décollement du pavillon. Regardez, hein, le pavillon n'est pas appliqué comme c'est le cas ici. Regardez, il est décollé. Décollé par cette collection rétroauriculaire. Donc, la région mastoïdienne est rouge, elle est inflammatoire et elle est bientôt le siège d'une collection comme c'est le cas ici. Ici, remarquez aussi qu'il n'y a plus de sillon rétroauriculaire, il est effacé, voire émoussé, voire effacé. Voilà, pareil. Donc ici, il y a un décollement, émoussement du sillon rétroauriculaire et un début quand même de périostite. Ici, à un stade beaucoup plus avancé, où vous voyez cette chute du pavillon en bas, hein, et ce comblement du sillon rétroauriculaire. Ici, on est au stade de collection. Bien, quand vous examinez cet enfant, bien sûr, délicatement, vous allez avoir un aspect quasiment toujours anormal de la membrane tympanique.
Donc, c'est une membrane tympanique qui est bombée avec effacement des reliefs ossiculaires et avec chute de la paroi postéro-supérieure. Hein, ici, ça c'est le conduit, ça c'est la paroi antérieure, ça c'est la paroi postérieure, ça c'est la paroi supérieure du conduit auditif externe, paroi inférieure, et vous allez avoir cette chute de la paroi qui vient masquer les cadrans postérieurs, ne laissant voir qu'une partie, donc ne laissant voir qu'une partie du tympan, d'accord, et avec une collection ici en pie de vache dont au fond du conduit auditif externe, une otorrhée, on peut retrouver une otorrhée spontanée. Alors, les germes principalement en cause sont essentiellement le streptocoque pneumonie, le streptocoque pyogène, l'hémophilus influenzae, staphylocoque et puis le pseudomonas aeruginosa dans une proportion moindre. Quels sont le diagnostic différentiel, avec quoi on peut se tromper dans le diagnostic d'otite externe? Généralement, ce sont les masses rétroauriculaires, les adénites, c'est-à-dire les petites adénopathies ou les adénoflegmons rétroauriculaires, les kystes sébacés qui sont surinfectés, d'accord, où on peut observer un décollement du pavillon de l'oreille, mais rapidement, vous allez redresser votre diagnostic avec l'histoire clinique de la pathologie, donc les antécédents, l'existence d'une otite au moyenne aiguë traînante, et puis l'examen physique. Est-ce qu'on peut se tromper parfois avec des néoplasies? Oui, peut-être lorsqu'il s'agit des rhabdomyosarcomes de l'oreille, mais là encore, vous rattrapez rapidement le diagnostic grâce aux antécédents et à l'examen physique. Qu'est-ce qu'il faut faire comme examen complémentaire? D'abord, il faut faire un prélèvement bactériologique de l'otorrhée sur l'otorrhée pour vous prélever. Un échantillonnage vous envoyez au labo si vous avez de l'otorrhée. Si vous n'avez pas de l'otorrhée, vous avez une forme atypique, vous avez une forme hyperalgique, vous allez faire ce qu'on appelle une parasynthèse, c'est-à-dire on fait une moucheture dans le tympan, ça va laisser s'écouler le liquide purulent et là vous allez pouvoir faire votre prélèvement et ça permet aussi de soulager la douleur. On peut aussi avoir du liquide bactériologique par ponction rétroauriculaire quand vous avez carrément la collection rétroauriculaire, c'est-à-dire une mastoïdite au stade extériorisé. Sur le plan biologique, vous allez avoir une hyperleucocytose à la formule numération sanguine et vous allez avoir des marqueurs de l'inflammation qui vont être perturbés tels que la C-réactive protéine. Alors, l'atomodensitométrie, oui, on l'a fait, il faut la faire. Ça permet de poser le diagnostic et de faire le bilan lésionnel, donc à la recherche de complications endocrâniennes et extracrâniennes. Voici ici quelques images TDM. Sur celle-là, vous voyez qu'on est au stade de mastoïdite extériorisée. Vous avez ici l'abcès sous périostée qui est là, avec une destruction de la mastoïde et vous avez cette densité ici qui occupe les cellules mastoïdiennes. Contrairement à ce côté, on voit de l'air. Voilà, ici on voit cette périostite, donc il y a une atteinte de l'os mastoïdien ici, une effraction carrément, un empattement ou une collection des parties molles et une densité osseuse, c'est-à-dire qui occupe les cellules mastoïdiennes, mais également la caisse du tympan ici, et c'est probablement le signe d'une collection purulente de la caisse et de la mastoïde. Pareil ici, c'est un état d'absédation avancée avec une complication endocrânienne et vous avez un abcès temporal, du lobe temporal à ce niveau-là. Bien, alors, les complications peuvent être soit intratemporales, soit extratemporales. Vous avez les pétrosites, l'inflammation de l'os pétreux, les labyrinthites, on les a vus tout à l'heure, la paralysie faciale, les perforations tympaniques séquelaires qui ne guérissent pas et le patient garde une perforation tympanique, et puis les surdités par atteinte des osselets, justement, surtout ça, et par atteinte de la membrane tympanique. Les complications intratemporales,
intracrânien pouvait avoir des méningites, les thromboses du sinus latéral, les abcès du cerveau et du cervelet. Alors, le traitement de la mastoïdite repose essentiellement sur l'antibiothérapie. Le choix des antibiotiques doit être guidé par cette recherche et cette documentation bactériologique. Et généralement, on met le malade sous une amoxicilline, voire une céphalosporine de 3e génération par voie parentérale. Parfois, certains auteurs, quand il existe une thrombose du sinus latéral, rajoutent un traitement anticoagulant. Le traitement chirurgical, il peut s'agir d'une parasynthèse. Je vous ai dit, c'était la moucheture qu'on faisait au niveau du tympan, que ça permettait de drainer la collection rétrotympanique, de faire un prélèvement et de soulager la douleur. Un aérateur transtympanique, parfois pour drainer les collections résiduelles. Une ponction drainage de l'abcès sous périostée quand il existe. Et on peut passer, en cas d'échec de traitement médical, à la mastoïdectomie, c'est-à-dire on met le malade au bloc opératoire et on va cureter la mastoïde pour drainer l'abcès mastoïdien. Sur cette image, je vous ai mis à quoi ressemblait la parasynthèse. Donc, on l'a fait au bloc opératoire. Voici le chirurgien, le microscope opératoire. Le patient est allongé en décubitus dorsal, tête tournée vers le côté opposé. On met le spéculum et voici la faux, la pointe avec laquelle on fait la moucheture au niveau de la membrane tympanique. Voici à quoi ressemble un drain transtympanique. Ça, c'est la membrane tympanique. Ça, c'est le drain. On le met au niveau de la partie antéro-inférieure pour éviter ici l'articulation. Et enfin, cette mastoïdectomie qui se fait au bloc opératoire. Voici la mastoïde une fois qu'elle est curetée. Donc, c'est le début de la mastoïdectomie pour aller nettoyer toutes les cellules mastoïdiennes et les mettre à plat. Voici, à présent, ce cours est terminé. Je vous remercie pour votre attention.